Bonjour, je m'appelle Jamie Linton et je suis l'arbitre, le referee pour cette session O. C'est pas nous qui sommes responsables pour la pluie aujourd'hui, mais on a quatre présentations. On va faire les quatre présentations l'une après l'autre, puis organiser la session pour les questions et la discussion. Le quatrième, je veux juste dire, le quatrième présentateur, Carmen Contreras, va venir un peu plus tard. Il y a un problème avec le train, mais on va arriver. Pour l'instant, nous allons commencer avec Véronique André-Lamar, qui va parler de l'eau bien commune à l'eau capital environnementale, à l'exemple de l'eau domestique ou à Népal. Merci. Donc, juste pour cadrer cette communication, les matériaux qui sont mobilisés ont été produits dans le cadre de travaux de recherche qui associent des géographes, des hydrologues de Montpellier, des socio-agronomes et des agronomes du CEH et des glaciologues de Grenoble. Et ces travaux de recherche sont développés au sein d'une ANR qui s'appelle l'ANR Treshine, qui signifie pression sur les ressources en eau et en sol de l'Himalaya népalais c'est pas dans l'acronyme, mais dans un contexte de changement climatique. Donc, je tenais à commencer par dire que cette communication n'aurait jamais pu exister sans Dile Gurung, qui a été emporté par la coulée du Langtang lors du séisme du 25 avril 2015. Il était chanteur traditionnel, mon interprète. Il a été la voix qui a accompagné mon cheminement sur les sentiers népalais et la voix aussi qui a permis que la mienne soit reçue et écoutée. Alors l'eau constitue un élément naturel, une source si on se réfère au GTP de Jean Bertrand, et donc j'ai décidé de remobiliser cet ancien outil du GTP parce que je suis interrogée depuis hier sur la question de la ressource qui semble aller de soi et qui pour moi n'est pas quelque chose qui va de soi. La ressource est une construction sociale de mon point de vue. Donc l'eau constitue un élément naturel, une source qui, mobilisée pour différents usages, peut être construite finalement comme trois ressources différentes suivant les types d'investissements qui vont être réalisés. Elle peut être de l'eau agricole, elle peut être de l'eau énergie avec de l'hydroélectricité et enfin elle peut constituer ce que j'ai appelé de l'eau domestique. Alors l'eau domestique c'est quoi C'est l'eau du quotidien de la maison qui en acquérant un certain nombre de qualités, elle devient courante, chaude, éventuellement potable, constitue un des piliers du développement des villages de la vallée du Farak. Alors la posture ici que je vais porter, alors avec plein de doutes, parce qu'ayant entendu plein de choses depuis hier, j'ai l'impression d'être un peu dans une situation de confusion. Il y a des moments où je me dis oui, j'ai compris ce que c'est que le capital environnemental, et puis non, et puis je me retrouve avec un truc un peu volatile, dont je ne sais plus trop comment m'extirper, donc j'ai essayé de garder ma ligne directrice. Mais au final, je ne suis pas très sûre de mon coup, là tout de suite, maintenant. Donc voilà, je l'ai dit. Donc ma posture ici, donc maintenant je vais pouvoir l'affirmer, est que le passage de l'eau source à l'eau ressource résulte d'une construction, alors peut-être d'un assemblage, pour reprendre Sylvain Guyot hier, de nature différente par les acteurs, selon que je vais considérer qu'ils la construisent en tant que capital environnemental ou en tant qu'un capital commun, un bien commun, un commun, qui serait le mot qui me conviendrait le mieux. Alors tout d'abord, une rapide présentation des éléments de contexte antéséisme, évidemment, qui constituent les matériaux d'assemblage pour créer soit ce commun, soit ce capital.
Alors pour atteindre le Khumbu, puis l'Everest, hein, qui est un véritable attracteur de l'Himalaya, le touriste lambda n'a quasiment pas d'autre choix que d'atterrir à Lukla, qui est un aéroport absolument merveilleux, puis d'emprunter la vallée étroite de la Dudh-Koshi, qui est aussi appelée Farak. Ce Farak se situe dans la buffer zone du parc national de l'Everest, hein, qu'on appelle en fait le Sagarmatha National Park, puisque c'est le nom népalais de l'Everest. Alors selon qui marche, parce que tout le monde ne marche pas du tout à la même vitesse, il faut 1 à 3 journées de marche pour arriver à Namche Bazar, qui est l'entrée du Khumbu et l'entrée dans le parc national et qui constitue une étape fondamentale qui est la première étape d'acclimatation à l'altitude. En règle générale, les Népalais mettent moins d'1 journée pour faire ce trajet. Les touristes entraînés en mettent 2 et les débutants peuvent en mettre 3 difficiles. Cette vallée du Farak, c'est le second itinéraire de trek le plus fréquenté au Népal et il constitue un couloir, un corridor sur lequel vont circuler, vont se croiser des flux extrêmement importants de marcheurs, 36 750 marcheurs, trekkers par an ont été recensés ces dernières années. Alors, ça produit même des embouteillages, ce qui peut paraître un peu étonnant. Des temps d'attente au pont suspendu, hein, où vous devez laisser passer les yaks, les mules, qui circulent également en troupeau sur ce chemin et qu'il est de bon ton de ne pas contrarier dans leur trajectoire. Donc des flux de marcheurs, des flux de porteurs, évidemment, des flux de mules, des flux aussi de yaks et donc des flux de marchandises. Ces flux, ils alimentent les lodges, tous. Ces lodges qui sont rassemblés dans quelques villages qui bordent cet unique chemin, hein, cette unique voie d'accès au toit du monde, et dont le village de Phakding, qui m'intéresse plus particulièrement, et constitue l'étape la plus courante. Donc rapidement, vous voyez ici le résultat brut du dénombrement effectué en février 2015, qui montre à peu près, vous avez à peu près la moitié du village de Phakding, et la lettre L signifie lodge. Donc on est en présence d'un village que je peux qualifier de monospécifique, hein, quasiment, constitué quasi exclusivement de lodges. Nous n'avons compté que 3 habitations qui ne sont ni un lodge, ni un petit shop ou un lodge pour porteurs. Donc c'est vraiment... on sent que le trekking, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait se développer ces villages. Tous ces flux qui traversent Phakding vont générer des besoins importants en eau. Alors, de l'eau qui est de l'eau vitale, c'est-à-dire celle pour boire, si possible potable, et pour cuisiner, et puis de l'eau qu'on pourrait qualifier d'eau confort, hein, qui sert à laver les corps, à laver les espaces et les objets du quotidien. Alors c'est pas anecdotique, hein, cette eau confort, et le fait que cette eau arrive jusque dans les lodges, puisque cette eau, elle constitue, alors pour le coup, un capital essentiel, hein, qui participe à construire la qualité des lodges et à faire que le touriste va s'arrêter là, à ce lodge-là, et pas à celui d'à côté. Alors, l'eau domestique renvoie à une série de questions. La question d'abord de l'accessibilité à cette eau source et la question du développement d'infrastructures ou de dispositifs techniques, on va dire légers, hein, qui produisent des territoires de l'eau, en tout cas que j'ai appelé des territoires de l'eau, une fois que cette eau source est devenue eau ressource. Derrière ces territoires de l'eau se dessinent, je dirais presque sans surprise, hein, des systèmes de pouvoir, des systèmes de domination qui sont assez vite révélés. Alors l'espace de l'eau source
ne peut pas toujours devenir une eau ressource. Tout d'abord parce que cette eau source, elle est discontinue dans le temps, du fait du gel, du fait de l'assèchement aussi de certains tributaires, et ensuite parce qu'une partie de cette eau, celle qui est d'ailleurs toujours pérenne, est inaccessible, en tout cas pour l'instant, et inutilisable. La Doute Cauchy que vous avez sur la diapo, qui coule en fond de vallée, n'est absolument pas utilisée ni utilisable par les villages. Elle est bien trop en contrebas et on ne dispose pas encore de moyens techniques permettant de faire remonter cette eau. Donc, ça c'est le premier cas. La deuxième chose, c'est que, assez paradoxalement, en période de mousson, il y a aussi trop d'eau et du coup elle devient également inaccessible, inutilisable tout au moins, puisqu'elle emporte tous les dispositifs techniques. Le débit est trop violent et emporte les dispositifs techniques qui sont mis en place pour pouvoir la capter. Donc finalement on a une partie des espaces de l'eau qui est en dehors du système social d'accès à l'eau. Et puis, dernier point sur cette diapo, on constate qu'il existe des discordances assez fortes entre le moment où les besoins en eau sont importants, au moment de la saison touristique, et le moment où il y a une réelle disponibilité de cette eau. Alors les grands types de systèmes d'adduction d'eau dans le Pharac, c'est quoi? C'est des tuyaux et des réservoirs. Donc, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour mettre ça en place. Mais ça implique d'être en capacité de mobiliser deux types de capital. Un capital économique qui permet l'achat, l'investissement dans des tuyaux et dans ces fameuses citernes. 1 mètre de tuyau coûte 200 roupies. Alors ce qui n'est pas tout à fait anodin, 200 roupies, alors ça fait 2 €. Mais si je vous dis qu'un porteur gagne 500 roupies par jour, et qu'avec ça il faut qu'il se nourrisse, etc., ça va vite, et surtout qu'on va voir que pour accéder à l'eau, c'est des centaines de mètres de tuyaux qu'il faut être capable de développer, d'installer. Donc un capital économique d'une part, et puis un capital social d'autre part, c'est-à-dire être capable de mobiliser du réseau, qui est soit du réseau qu'on a construit à travers une activité de trek, donc avec des touristes, avec des ONG, ou avec des institutions népalaises, ou auprès du parc, qui est un acteur assez important. Donc on trouve 3 grands types de dispositifs qui vont mailler l'espace et qui se superposent sur le même espace de l'eau source. Le premier type de système, c'est un système d'adduction d'eau collectif. Donc il y a la production, c'était l'hypothèse que j'avais faite, donc on produit un capital environnemental collectif qui est la seule initiative des habitants. Donc pour mémoire, le Népal est un État extrêmement faible, pas de constitution. Il n'y a aucun lien quasiment entre ce qui est l'unité la plus petite, le ward de décision en dehors de Katmandou, et le pouvoir central totalement inopérant. Alors, pour mettre en place ce système d'adduction d'eau collectif, les habitants ont fait appel au parc qui octroie quelques moyens à tout le monde, puisque le village est dans la buffer zone, donc ça fait partie du contrat parc, et puis il mobilise les droits de coupe sur les forêts communautaires qui sont récupérés pour acheter ces fameux tuyaux, ces fameuses citernes, et payer quelqu'un qui va assurer la maintenance de l'ensemble du système d'adduction d'eau. Le deuxième système, alors l'organisation du dispositif est très simple, on a une prise d'eau le plus haut possible, et ça c'est une grande règle générale.
qui amène à un réservoir ou à une citerne, et puis qui joue le rôle de château d'eau, et puis 3 tuyaux qui partent, de nouveau des citernes, et ensuite un raccordement à chaque maison, toujours via ces fameux tuyaux. Et donc on a un comité de l'eau qui va gérer le tarif d'adhésion, la cotisation annuelle, aussi pour favoriser cet entretien du système. À côté de ça, on va avoir un système d'adduction d'eau privée, donc, qui fonctionne suivant le même modèle, sauf que là, c'est chaque individu qui décide d'aller poser son tuyau là où il peut. En gros, plus il est riche, plus il va mettre son tuyau haut, et donc moins il aura de problèmes d'accès à l'eau. On peut avoir des petits arrangements, c'est-à-dire 2-3 gros lodges vont mettre ensemble leur capital financier pour pouvoir développer un système plus performant, garder de l'eau, la stocker, etc. Donc on arrive à un système sur le village de Fagding où on trouve finalement les 3 grands types de territoires de l'eau avec donc des modes de gestion extrêmement différents. À ça, il faut rajouter un cas un peu particulier qui est l'eau en bouteille et que j'ai décidé de traiter. Vous avez ici ce qu'on appelle une usine d'embouteillage d'eau, ce qui est un peu surprenant, puisque cette usine d'embouteillage d'eau, vous voyez, en fait, c'est, si vous voyez bien le billard, c'est la petite cabane juste derrière le billard dans laquelle quelqu'un rentre. Et donc vous avez ici tout le système qui fait que l'eau source, qui d'ailleurs est captée dans le système d'adduction collective, et ce qui pose un problème de mon point de vue, se devient une ressource et donc un capital environnemental, et pour moi elle devient un capital environnemental quand on lui colle peut-être cette étiquette-là, Khumbu glacier, où on lui assigne aussi une valeur bien particulière liée à l'Everest, à la glace du Khumbu, etc. Donc finalement on a des stratégies d'acteurs très différenciées qui vont révéler des situations de compétition qui sont c'est à qui peut aller le plus haut, qui révèle aussi des positionnements, des places au sein du système social et des rapports de domination, puisque sur une partie de Fagding, il n'y a pas de système collectif, et c'est la volonté des Sherpas qui sont installés là, qui sont natifs du village, de ne pas vouloir développer de système collectif, de rester sur un système individuel. Ils ne veulent pas, je cite, et ça a été dit plusieurs fois, se mélanger aux pauvres et se mélanger aux nouveaux arrivants. Donc il y a une volonté très forte de produire son propre capital et d'en exclure les autres. Du coup, pour terminer, le capital environnemental, le statut, quand on regarde ces deux systèmes, je caricature collectif ou individuel, et qu'on se dit que le statut de l'eau au Népal, qui est fixé dans le Water Resources Act de 1992, qui considère très clairement que l'eau est fondamentalement gratuite quand il s'agit de l'eau domestique, et qu'il y a un libre droit d'accès, donc c'est un bien public assez clairement défini, on peut s'interroger sur cette transformation de ce bien public en capital environnemental par des stratégies individuelles qui finalement s'intéressent peu à la durabilité de la ressource. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif c'est d'avoir toujours de l'eau et pas de s'interroger si tout le monde en a et si tout le monde y a accès. Que les systèmes individuels sont extrêmement poreux, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de scotch, etc., alors que le système collectif a un entretien effectivement plus régulier. Et donc, en période de tension, on voit émerger des inégalités sociales très très fortes liées à cette possibilité de construire son propre capital haut pour soi. Du coup, juste pour conclure et tenir le temps, je pense que cet exemple nous montre que la question du partage d'une ressource, quand elle est une ressource vitale,
est fondamentale et que finalement l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que quand il y a une production d'une ressource collective, elle aboutit quand même à la production non pas d'un capital environnemental, mais peut-être d'un commun qui vise à une certaine justice dans les conditions d'accès à cette ressource et qui autorise au moins en théorie une gestion relativement équitable en période de pénurie, et qu'en revanche, quand l'investissement est individuel, qu'il vise la satisfaction individuelle d'un besoin et surtout d'une demande, en l'occurrence touristique, alors on aboutit à la production d'un capital environnemental où se révèlent les inégales capacités d'investissement des acteurs et où la question de la disponibilité ou du partage n'est absolument pas posée. Alors, face à ça, on peut se demander si cette notion de capital environnemental, parce qu'elle peut être, elle est attractive, et que, et là je donne un avis personnel, mais le mot capital est à la mode, renvoie à une conception quand même très forte, marchande, de l'environnement aujourd'hui dans la manière de le gérer, hein, qu'on voit même dans le champ de l'économie, même avec l'économie écologique. Et cette notion de capital environnemental, elle peut être aussi une grande tentatrice. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'elle ne risque pas peut-être de bien marcher et du coup de disqualifier la production de communs et de réfléchir en termes de communs. Et quand même, les communs, quand on travaille sur les communs, on cherche à construire une réflexion sur une autre forme de rapport entre les personnes et les choses, entre le monde des choses et celui des biens. Et moi, en tant que chercheur, je pense que c'est aussi ma posture personnelle de m'inscrire dans ce champ. Et la notion de capital environnemental, elle me fait un peu peur, entre guillemets, dans la manière dont elle peut être attrapée et peut-être très bien digérée par tout un tas d'autres acteurs que les chercheurs. Je vous remercie.